Alors moi je me présente, je suis René Adamski, je suis kiné et j'ai eu une vie de professionnelle absolument passionnante, je la souhaite à tout le monde. Et je me suis intéressé dès le début de mon activité de kiné aux problèmes mécaniques du corps, et on va beaucoup parler de ces problèmes mécaniques, car ils sont pour moi l'origine de tellement et tellement de problèmes. Donc je me suis orienté au départ vers la méthode Mézières. Cette méthode Mézières dont j'ai gardé les concepts principaux tout au long de ma carrière, même si, très honnêtement, je me suis quand même éloigné du contenu thérapeutique de cette technique, et je ne suis pas dans le méziérisme orthodoxe, peut-être qui peut se faire ailleurs. Voilà, les concepts de Mézières, ils sont très simples, c'est travailler la souplesse et travailler dans la globalité du corps. On va voir ça tout à l'heure, j'y reviendrai. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, cette technique est issue, bien entendu, du travail que j'ai pu faire. Et mes premières observations ont été que tous les problèmes que nous avions, que ce soit les problèmes d'arthrose, les problèmes de tendinite, plein de problèmes, avaient une origine mécanique. Et à une origine mécanique, on doit répondre de façon mécanique. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Alors, mécanique, ça veut dire quoi? Ces troubles musculo-squelettiques, ils sont liés donc à des problèmes de dynamique. La dynamique, c'est tout le mouvement. Notre corps est en mouvement en permanence dans notre vie, et tant mieux. Et ce mouvement, au fil de l'existence, va se perturber. C'est-à-dire que nous allons perdre de l'amplitude au niveau de nos mouvements. Et cette perte d'amplitude va amener progressivement une désaxation au niveau de nos articulations. Nos articulations se mettent à fonctionner un petit peu de travers, et lorsqu'elles fonctionnent de travers, eh bien, c'est le début des ennuis, c'est le début des tendinites, et c'est le début de l'arthrose, puisque quand une articulation ne fonctionne pas dans l'axe, eh bien, elle va s'user beaucoup plus vite. Je vais juste faire une petite référence à une métaphore à la voiture et ses pneus qui sont désaxés, qui ne sont pas bien parallèles. Eh bien, ces pneus vont avoir une usure prématurée. C'est ce qui se passe au niveau de nos cartilages lorsque nos axes mécaniques ne sont pas bons. Voilà, donc plutôt que de changer les pneus, il vaut mieux régler le parallélisme. C'est ce que nous essayons de faire au travers, déjà au niveau thérapeutique en matière de kiné, au niveau préventif, on va le voir pour Antalgym. Voilà, donc premier problème dynamique. Deuxième problème, c'est la statique du corps. La statique, c'est quoi? C'est la façon dont nous nous tenons dans l'espace, dont nous repérons par rapport à l'extérieur aussi. Et très souvent, vous le savez, au fil de la vie, eh bien, on perd des centimètres, des fois beaucoup. Et d'aucuns diront que c'est l'usure des cartilages des disques intervertébraux. Eh bien, oui, peut-être. Mais pour moi, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a notamment la tête qui part en avant, le dos qui se voûte, les cambrures, souvent les genoux partent vers l'intérieur, les pieds s'avachissent. Enfin, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde ici, rassurez-vous. Mais c'est manifestement un devenir qu'on retrouve quand même très fréquemment. Alors, fort de ces deux problèmes, j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens perdaient leur amplitude et pourquoi ils se déformaient comme ça. Et j'ai identifié 4 origines majeures, qui est la perte de la souplesse, qui est le blocage de notre thorax vers l'inspiration, c'est-à-dire une grande difficulté à vider notre air. Également, les difficultés au fil de l'existence à garder un bon équilibre et être stable au niveau de son corps. Et enfin, peut-être aussi le stress de la vie actuelle, qui est important et qui a tendance à nous tendre ou à nous fermer. Et on essaye aussi d'y répondre un petit peu. Voilà. Alors, comment, fort de ces observations, est né Antalgym? Eh bien, Antalgym est né par le fait que mes patients qui m'arrivaient étaient dans un état, évidemment, comme je viens de vous le décrire, quand même un petit peu abîmé. Et je me suis dit, mais comment, en fait, ils n'ont pas réagi plus tôt? Comment, en fait, on peut se laisser comme ça dégrader sans pouvoir réagir? Bon, je pense qu'il y a d'abord une méconnaissance des gens, du corps. Il y a une très grande méconnaissance des gens au niveau de leur corps, ça je m'en rends compte. Il y a d'ailleurs très peu d'enseignements sur la santé et sur la bonne tenue du corps à l'école. C'est bien dommage, on travaille beaucoup l'esprit et pas trop le corps. Enfin bon, ça c'est autre chose.
Et donc je me disais que ça serait bien que ces personnes qui viennent, eh bien, elles puissent avoir des solutions préventives par rapport au problème. Alors, j'en arrive donc à l'aspect principal de la technique Antalgym, c'est que c'est une technique de prévention, ce n'est pas une technique qui soigne et qui guérit, une technique de prévention, c'est-à-dire que cette technique de gymnastique va intervenir avant qu'arrivent les problèmes, donc c'est une technique de prévention. Et vous savez que la prévention en France est un mot tabou, on me demande même s'il est dans le dictionnaire. L'actualité récente encore l'a prouvé. On a la fâcheuse habitude en France de réagir quand le problème est arrivé. Donc avec Antalgym, eh bien, on va essayer effectivement de prévenir tous ces problèmes, des troubles musculo-squelettiques et des pathologies liées à ces troubles musculo-squelettiques. Donc j'insiste là-dessus, nos animateurs d'Antalgym ne sont pas thérapeutes. Le thérapeute soigne, d'accord. La personne qui anime Antalgym ne soigne pas. Elle ne combat pas la maladie, mais elle maintient la santé et le bien-être. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire et comprendre. Il n'empêche quand même que ce n'est pas parce qu'on a déjà le problème qu'on ne va pas non plus faire Antalgym. Bien au contraire, les postures sont étudiées pour que, même si l'on a de l'arthrose, voire des prothèses, on arrive à travailler son corps. Mais n'oublions pas que quand on a un souci, on ne va pas voir un animateur d'Antalgym, on va voir son médecin, son kiné, son rhumatologue. Voilà. Alors, ceci dit, je vais donc maintenant passer aux données essentielles d'Antalgym. Donc, les objectifs, 4 principaux hein, parce qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est retrouver sa souplesse. Le deuxième, c'est de retrouver une expiration complète, profonde et libre. Le troisième, c'est de maintenir un parfait équilibre au niveau de son corps. Et le dernier, c'est d'apprendre un petit peu à maîtriser ses tensions, son hypertonicité et ses émotions. Ça, c'est un travail qui peut être un petit peu moins pris en compte dans Antalgym, on en tient compte quand même dans la fin de nos séances. Alors la souplesse, pourquoi travaillons-nous de la souplesse? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la qualité première d'un muscle, sa vocation première, c'est bien sûr la contraction. C'est ce qui permet le mouvement, bien sûr. Donc, qui dit contraction et contraction répétée dit raccourcissement progressif au fil de la vie, parce que le muscle va trouver son confort dans sa position la plus courte, donc dans sa difficulté d'allongement, parce que plus il est court et moins il s'allonge. Donc nous perdons en souplesse. Et tous les muscles perdent en souplesse parce que tous les muscles se contractent et chaque muscle a envie, effectivement, de trouver sa position de confort. Si par exemple vous pliez le bras, vous contractez le biceps, vous avez derrière le triceps qui doit s'allonger, mais le triceps, quand il veut s'allonger, il faut que le biceps s'allonge. Et donc vous voyez qu'il y a comme ça une compétition qui va se passer entre les muscles d'un côté et les muscles de l'autre, et que comme chacun tire la couverture de son côté, on arrive à avoir des raideurs qui sont assez phénoménales et également des déformations au niveau de l'axe mécanique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est la première vocation du muscle. La deuxième chose, et le problème principal, c'est que cette souplesse, on la perd sans s'en rendre compte, au début tout au moins, sans s'en rendre compte et tout au long de sa vie. Quand on est, on est bébé caoutchouc, on va dans tous les sens, au niveau des articulations, tout ça. À 5 ans, on est déjà plus raide, à 15 encore plus, à 30, à 40, à 50, à 60. On perd progressivement notre souplesse sans que nous nous en rendions compte. Et là est le problème. Nous nous en rendons compte le jour où, par exemple, on ne peut plus se couper les ongles de pied, on ne peut plus s'asseoir quand on est couché, ou on a du mal à rentrer dans sa voiture, ou même quand la douleur arrive, là on se rend compte effectivement qu'il y a un problème, on consulte et on fait une analyse, on se rend compte effectivement qu'il y a des zones de raideur qui sont quand même majeures. Alors donc c'est une évidence, cette souplesse se perd, si nous ne faisons rien, va se perdre tout au long de la vie. Donc évidemment que nous on va prendre le problème dès le départ, le plus tôt possible, et travailler cette souplesse, et vous n'imaginez pas le nombre de soucis que l'on peut éviter par ce travail de l'assouplissement.
Alors ensuite, la deuxième raison pour laquelle on ne se rend pas compte de sa perte de souplesse, c'est que lorsque vous faites un mouvement, vous arrivez toujours à faire le mouvement comme... enfin, vous arrivez à l'objectif du mouvement. Hein. Donc, si peut-être Hélène bien ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer peut-être sur Hélène. Hein. Donc, vous voyez par exemple, on veut se pencher en avant. Donc, Hélène penche en avant, voilà. Donc là, vous voyez, elle est à l'aise au niveau du mouvement, c'est-à-dire elle met les mains à plat par terre. Et beaucoup de thérapeutes vous diront, ben oui, Hélène est vraiment très très souple. Mais sauf que c'est pas sûr, parce que là, vous voyez que tout le mouvement pratiquement se fait au niveau des hanches, mais que le dos reste en relative rectitude. Son dos ne bouge pas. Son dos est-il souple? C'est vraiment pas sûr. Voilà. Alors, si elle ne peut pas mettre ses mains en avant, parce qu'elle est raide au niveau de son bassin, elle va se pencher à ce moment-là en haut au niveau des cervicales ou au niveau des dorsales. Elle ira certes un petit peu moins loin, mais vous voyez que quand on a des raideurs derrière au niveau des ischios qui empêchent de se pencher, eh bien c'est le dos qui va se pencher et entraîner ainsi une syphose dorsale. Le dos va progressivement se mettre en position voûtée. Si le dos est raide et si les bassins est raide aussi, eh bien, elle va se pencher, va plier les genoux, tout simplement. Elle plie les genoux et elle arrivera à aller par terre comme elle veut. Je te remercie, Hélène. Voilà. Donc, vous voyez que, quelle que soit la chose qu'on veuille faire dans la vie, on arrive à faire ce qu'on veut faire. Par exemple, je veux regarder derrière moi. Si je suis raide au niveau du cou, par exemple, eh bien, je vais me tourner au niveau du bassin. Si je suis raide au niveau du bassin, ben, je vais me tourner au niveau du cou. N'empêche que l'objectif du mouvement est là. Tant qu'on n'est pas amputé dans le mouvement, on ne se rend pas compte de son enraidissement et pourtant il est là et il est bien là chez tout le monde. Mais je dis bien chez tout le monde. Je n'ai jamais rencontré de personne harmonieusement souple au niveau du corps et j'ai même eu une danseuse étoile et ça m'a surpris qui présentait des zones de raideur phénoménales. Et c'est là le problème aussi, c'est que ces gens-là travaillent leur souplesse, mais ils vont travailler toujours au même endroit. Il y a des zones raides qui restent à l'abandon et ces zones raides ne seront jamais sollicitées dans le mouvement. Ces zones raides vont finir par créer des problèmes et c'est là où les personnes vont évidemment consulter. Voilà. Quand on fait mouvement, on va toujours chercher la zone souple et pas la zone raide, ce qui fait que jamais elle ne se travaille. Voilà. Donc voilà en gros pour la souplesse ce que je voulais vous dire. Ou j'ai oublié quelque chose, je ne crois pas. Donc, quelle est la solution? Enfin, tout au moins, donc vous avez vu hein, que cette perte de souplesse, évidemment, va désaxer le mouvement, et à force de désaxer le mouvement, va entraîner des modifications de notre morphologie, et donc créer ces problèmes d'arthrose et ces problèmes de tendinite que tout le monde connaît, enfin pas tout le monde j'espère, et que beaucoup de gens connaissent à partir d'un certain âge de la vie. Alors, quelle est la solution contre cette perte de souplesse? Et là, on arrive donc au premier grand objectif Dental Gym, c'est de retrouver sa souplesse. Alors, on utilise la posture. Une posture. Une posture, c'est quoi? C'est aller au bout de son mouvement, tout à fait au bout, d'arrêter ce mouvement dans son amplitude maximale, jusqu'à ce que ça vienne d'ailleurs un petit peu tirer sur le muscle. Et l'animateur, après, va corriger la personne, c'est-à-dire aller solliciter des zones qui sont raides plus que les zones qui seront déjà souples. Et nous devrons faire ce travail hein, dans une parfaite globalité. Et là, je pense que vous devez commencer à voir des photos de posture qui défilent. Alors, ces postures, en apparence, paraissent très simples. C'est une bonne position qu'on prend. Chacun va dire, oui, mais moi, je peux, sans problème, prendre cette position, donc j'ai pas de problème. C'est pas ça. L'intérêt de Dental Gym, c'est dans ces postures, d'être le plus précis possible et de travailler le plus globalement possible. Tiens, Hélène, tu vas venir, je vais montrer, par exemple. Voilà, alors, par exemple, je vous montre une posture qu'on fait, c'est certainement des plus simples. C'est une posture qui va venir travailler la chaîne entre cervicale, épaule, coude et main. Et donc, on travaille évidemment avec une main là contre le mur. Et donc, cette posture qui est très simple est là pour assouplir toute la chaîne mécanique.
Mais cette posture, on peut la faire, n'importe qui peut mettre la main dans l'autre sens. Cette posture, tout le monde peut la faire, on va dire oui, mais j'ai aucun problème. Mais sauf que très souvent, lorsque vous montez le bras, eh bien, c'est pas le bras que vous montez, c'est l'épaule qui vient se coller contre l'oreille. Donc là, il va falloir abaisser l'épaule. Lorsque vous abaissez l'épaule, vous vous rendrez compte que votre main n'a plus vers le bas, oui. Votre main n'a plus le contact au mur, donc a perdu sa flexion, d'accord? Que si vous faites les deux, c'est votre coude qui va partir ou complètement en l'air ou en flexion, etc. On veut tirer aux deux extrémités de notre chaîne mécanique, il va falloir pencher la tête, mais lorsque vous penchez la tête, vous voyez, vous avez 36 façons de le faire, et notamment Hélène le fait pas bien, le fait exprès bien sûr pour vous montrer, mais tout le monde va partir comme ça, en mettant sa colonne de travers. Donc il va falloir baisser l'épaule, mais en même temps pencher la tête, mais en gardant un dos parfaitement droit. En gardant un bassin décambré, parce que lorsque vous leverez le bras, il y a des muscles qui partent du bras et qui vont au bassin, vous allez cambrer, donc il faut décambrer. Et quand on décambre après, il faudra garder les genoux allongés, les genoux tournés, etc. Et surtout aussi, lâcher la respiration. On va voir tout à l'heure les problèmes de respiration. Pendant toutes les postures, il va falloir complètement vider sa cage thoracique. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en apnée. Tu étais en apnée, elle était en apnée. J'ai fait le faux mouvement jusqu'au bout. Voilà, elle a fait le mouvement jusqu'au bout, voilà. Le faux mouvement, elle a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc vous voyez, sur une posture comme ça, aussi simple, c'est bon Hélène. Sur une posture aussi simple que celle-là, en fait, on peut faire la chose, mais on peut la faire n'importe comment. Et un assouplissement, ça se fait pas n'importe comment. Ça se fait en considérant l'ensemble du corps et en corrigeant toutes les parties du corps dans les chaînes mécaniques. Alors, on a comme ça, si vous voulez, mis au point, allez, peut-être pas loin d'une centaine de postures qui couvrent à peu près je dis pas à peu près, oui, à peu près sûrement, mais on en trouve tous les ans un peu plus, qui couvre à peu près tous les besoins mécaniques du corps et qui couvre à peu près l'ensemble des mouvements, que ce soit les rotations, les inclinaisons, les hanches, etc. Même les pieds, nous avons un travail spécifique des pieds. Bien pourquoi? Parce que plein de choses. Les pieds, quand on regarde les pieds des personnes âgées, on voit que les orteils sont en morceaux, qui sont en griffe, que le gros orteil s'est dévié, qui fait mal, que le pied est en raidie, etc. Et dans nos cours Dental Gym, il y a des cours qui sont totalement dédiés à ce pauvre pied qui nous supporte tout au long de notre existence et sur lequel on n'a pas forcément beaucoup d'attention. Voilà. Donc ces postures sont étudiées pour être faites par quasiment tout le monde, même si on a des petits soucis douloureux. Et même si en Dental Gym, ce n'est pas le but de soulager, c'est aussi le but de maintenir ce que la personne a déjà acquis, eh bien ces postures sont étudiées pour que l'étirement musculaire se mette toujours au-devant d'une éventuelle douleur articulaire. Jamais dans les postures Dental Gym, vous ne devrez avoir mal aux articulations. Une articulation ne doit pas faire mal, on doit tirer sur le muscle, et à partir du moment où on tire sur le muscle, eh bien, on gagne en souplesse. Alors, précision aussi sur la posture. Pourquoi on fait une posture et pourquoi on ne fait pas comme ça des mouvements d'aller-retour comme on les voit faire des fois sur les terrains de foot. Ça ne sert à rien, au contraire, ça ne fait que tonifier le muscle. Pourquoi on met en posture? Parce que au bout d'un certain temps, le muscle va lâcher. Et il vaut mieux tirer longtemps et pas fort que pas longtemps et fort. Parce que si on tire pas longtemps et fort, on risque de se faire mal, très mal, même voir des déchirures. Alors que si on tire longtemps, doucement, en ayant quand même un ressenti d'étirement, eh bien là, progressivement, vous allez sortir de la posture avec un gain de souplesse évident. Et à force de les faire, évidemment, ce gain de souplesse reste chronique et permanent. Voilà en gros ce que je voulais dire sur la souplesse. Alors on ne travaille pas la musculation dans les cours Dental Gym. Et on ne travaille pas cette musculation tout simplement parce que, pour moi, nos muscles se contractent et nos muscles se maintiennent et se renforcent tout au long de notre vie. On est plus fort à 20 ans qu'à 10, peut-être à 40, qu'à 20, etc. C'est-à-dire on gagne en puissance et on gagne bien sûr en fonction de notre activité quotidienne. Le bûcheron ou le déménageur aura des muscles plus balèzes que la personne qui passe sa journée sur
sur son clavier, d'accord. Et donc, voilà, il y a quand même une différence, mais la personne qui passe son temps sur un clavier, est-ce qu'elle a réellement besoin de muscles? Si elle a besoin de monter le Mont Blanc, elle va s'entraîner, ou si elle a besoin de faire quelque chose d'un peu compliqué pour elle, il y a des outils qui permettent de compenser notre manque de force, alors que l'outil qu'on a contre la perte de souplesse, eh bien, ma foi, c'est un régime. Moi, je fais un petit com. Voilà. Alors, à noter par exemple que ces personnes, et ça c'est un mal aussi du siècle, cette personne qui est assise à son bureau, beaucoup de gens travaillent assis à leur bureau, imaginez cette personne qui se lève le matin, est assise à son petit déjeuner, est assise en voiture pour aller à son travail, est assise à son bureau, est assise à midi pour déjeuner, l'après-midi au travail, le soir pour rentrer en voiture, le soir si elle regarde la télé sur le canapé, pour un peu qu'elle dorme en chien de fusil, elle va passer 23 heures sur 24 en flexion de hanche. Et donc ces muscles de hanche vont se rétracter et ça va entraîner des problèmes à terme, soit au niveau des hanches, soit au niveau du dos, et qu'il faudra bien sûr compenser tout ça et travailler tout ça avant que les problèmes arrivent. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire sur la souplesse, donc maintenant on va attaquer le deuxième sujet, c'est la respiration. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on travaille la respiration? Alors la respiration déjà, c'est quoi? C'est l'inspire plus l'expire. Là, vous étiez parfaitement au courant. Il faut savoir que l'inspire est le fruit d'une contraction musculaire et que l'expiration est le fruit du relâchement de cette contraction musculaire. Ça, c'est quelque chose de très important à connaître. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si vos muscles qui ont inspiré, donc sont contractés, ne se relâchent pas ou se rétractent, eh bien, vous allez garder de l'air dans les poumons, vous n'allez pas avoir une expiration totale et parfaite. Donc, c'est remarquable chez tout le monde, à partir d'un certain âge, on a trop d'air dans les poumons, et cet air, il va falloir l'évacuer, car ça entraîne pas mal de problèmes. Je pourrais en parler, mais je ne suis pas sûr d'avoir tellement le temps. Alors, donc, ce problème donc, de rétraction musculaire va diminuer notre capacité d'expiration. Mais nous avons aussi, alors d'abord, si je peux vous dire très rapidement, le muscle principal de la respiration, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle en coupole qui se situe entre le thorax et l'abdomen. Eh bien, cette coupole s'abaisse, et quand elle s'abaisse, ça crée un vide à l'intérieur du poumon, et c'est ce vide qui fait rentrer l'air à la manière, si vous voulez, d'une seringue inversée. Vous tirez sur le piston, vous faites rentrer de l'air, vous faites remonter le piston, vous sortez l'air. C'est très schématiquement comme ça que ça se passe. Très schématique, bien sûr. Voilà. Donc la première raison de ce blocage à l'inspiration et de cet air qu'on a trop dans les poumons, c'est donc la rétraction des muscles inspirateurs qui ne se relâchent pas. La deuxième raison, qui est importante aussi, et ça, observez-vous, c'est tout le monde aussi, d'ailleurs dans mon propos, je pense que tout le monde à peu près est concerné par ce que je peux dire, mais là encore plus, tout le monde pratiquement est en apnée dans la journée. Alors en apnée, bien sûr, il respire, mais vous n'imaginez pas dans une journée le nombre d'apnées que vous pouvez faire. Apnée, arrêt respiratoire, c'est, je ne sais pas, peut-être 500 par jour. 500 par jour. Chaque fois que, là peut-être êtes-vous en apnée, en train de m'écouter et attentif à ce que je dis, peut-être êtes-vous en apnée lorsque vous soulevez quelque chose, lorsque vous faites un effort. On pense toujours comme ça. Peut-être êtes-vous en apnée quand vous faites un travail de précision, vous cherchez à mettre la clé dans une serrure, enfiler une aiguille, enfin bref, tout le travail de précision qu'on peut faire. Vous remarquerez qu'on le fait très souvent en arrêt respiratoire, et on le fait en arrêt respiratoire poumon plein, n'est pas fou, on veut quand même de l'oxygène, et donc poumon plein, ça veut dire un maximum de contraction encore sur les muscles inspirateurs qui finissent encore plus par se resserrer. Le dernier point aussi qui aggrave notre accumulation d'air dans les poumons, c'est que cet air que nous avons trop dans les poumons, c'est de l'air liquide, c'est de l'air qui a du gaz carbonique, et donc pour amener de l'oxygène de façon suffisante au niveau du corps, eh bien, on est obligé de prendre encore plus d'air. Et on rentre comme ça dans un cercle vicieux, c'est-à-dire plus d'air dans les poumons, et plus il faut qu'on inspire pour amener l'oxygène. J'espère que tout cela, vous l'aurez compris.
Donc, vous remarquerez d'ailleurs les personnes après un certain âge, autant quand on est jeune, on est bien taillé en V comme ça, et on a un thorax qui, entre l'avant et l'arrière, est assez étroit. Voilà, on est assez fermé au niveau des bases. Au fur et à mesure où on prend de l'âge, eh bien, on a d'abord un thorax qui devient très globuleux, le sternum qui se soulève un peu, des bases qui s'écartent, et ça dans notre attitude spontanée. Eh bien, toute cette augmentation de volume apparent et extérieur du thorax, c'est tout simplement l'excès d'air qu'on a en trop dans les poumons et que Antalgym va solliciter sur toutes les postures. On expire et on expire sans contrainte, sans retenue, bouche ouverte ou par le nez. On ne souffle pas comme on éteint une bougie, on souffle comme on fait la buée sur une vitre. Enfin, on apprend tout ça. Et c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, d'expirer pendant les postures, quand vous êtes dans une situation un peu de difficulté dans la posture et que justement dans cette situation de difficulté, vous apprenez à bien respirer. Alors, les conséquences, si vous voulez, de ce blocage en inspiration, ils sont multiples. Je ne vais pas parler parce qu'on est trop peut-être dans la pathologie, mais des conséquences sur la digestion, des conséquences sur le système cardiovasculaire. Bon, j'ai un petit peu écrit là-dessus. Le but de nos animateurs d'Antalgym n'est pas de soigner tout ça, mais de bien libérer cette respiration pour éviter que les problèmes arrivent. On est bien d'accord. Mais il y a aussi une conséquence qui est quand même importante, ce blocage respiratoire. Vous avez, par exemple, je vous ai parlé du diaphragme, mais vous avez des muscles qui sont inspirateurs, accessoires, mais qui jouent un rôle. Par exemple, le grand pectoral, et tout le monde connaît le grand pectoral, qui vient s'attacher sur les côtes et qui s'attache sur l'humérus. À partir du moment où ce muscle se contracte, il soulève les côtes. Soulever les côtes, c'est l'inspiration. À partir du moment où il se relâche, eh bien, les côtes s'abaissent, c'est l'expiration. Et donc, ce muscle, donc, évidemment, il joue un rôle dans la respiration. Et imaginez que ce muscle se rétracte, c'est pas l'imaginer, c'est factuel. Ce muscle se rétracte au fil de l'existence. Eh bien, pour pouvoir expirer, pour que les côtes descendent, pour que ce thorax se vide, eh bien, vous allez avancer votre épaule. Voilà. C'est-à-dire que les muscles tirent sur son extrémité supérieure. Même chose au niveau des muscles du cou, je vous passe les noms, qui viennent attacher sur les côtes hautes. Ces muscles soulèvent les côtes, c'est l'inspiration. S'ils se rétractent, eh bien, pour que les côtes descendent, on va avoir la tête en avant. Et vous remarquerez que quand vous demandez à quelqu'un de souffler, eh bien, il se ferme. Jamais vous verrez quelqu'un souffler en ouvrant comme ça. Il se ferme. Et pourquoi il se ferme? Parce que c'est la façon qu'il a, lui, de pouvoir expirer. Donc ça, c'est pas normal. Nous, on travaille l'ouverture en même temps que l'expiration. Donc on travaille le pectoral sur son attache haute, dans une bonne position, et sur l'expiration. Et là, on a un réel allongement du muscle, et il y a un réel travail qui se fait. Voilà. Bon, j'espère que tout ça est clair. C'est pas fini. Pas quelle heure il est? T'as le temps, vas-y. C'est le temps? Un quart d'heure. Il reste un quart d'heure? Non, Parce qu'on a commencé en retard. non, il reste une demi-heure, ça fait une demi-heure que t'as commencé, là, tu gagnes. Une demi-heure. Non, mais il faut m'arrêter parce que bon, il y en a pour un moment. Il y en a pour un moment. Alors, à noter, donc, si j'ai encore un petit peu de temps, je vais juste vous dire que Antalgym, et ne soyez pas déçus, on ne travaille pas les abdominaux. Ça, c'est la grosse tendance, hein, travailler ses abdos. Je vais vous dire pourquoi on ne travaille pas les abdominaux. D'abord, renforcer les abdominaux est une erreur, on va le voir, et vous nous expliquerez pourquoi les abdominaux sont les seuls muscles du corps qui se relâchent. Pourquoi on ne se retrouve pas avec des mollets en bas des chevilles et des quadriceps au niveau des genoux? Et pourquoi? Ben, le ventre se relâche. Eh bien, il faut aller chercher les causes, elles sont multiples. La cause principale, c'est la poussée du diaphragme. Cette coupole dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'abaisse et qui reste de plus en plus bas, qui descend de plus en plus, eh bien, crée une pression à l'intérieur du ventre. Et pour que cette pression soit correcte et pour qu'une digestion se fasse correctement, eh bien, le ventre va avoir tendance à sortir. Que la pression qui descend ne peut pas aller derrière, il y a les lombaires, ne peut pas aller en dessous, il y a le bassin, donc ça part forcément en avant. Donc, travailler les abdominaux sans faire remonter le diaphragme, sans corriger son bassin et sa cambrure, eh bien, c'est créer une pression supplémentaire à l'intérieur du ventre. Vous allez resserrer la pression dans le ventre, et cette pression, elle va se retrouver où?
elle va se retrouver au niveau des portes de sortie uniques que sont les sphincters du périnée. Et donc, pas étonnant que nous puissions, après, à terme, avoir ou des fuites urinaires, ou des constipations, ou autres problèmes de prolapsus. Bon, voilà, bon, bref. Donc, tout ça, nous ne travaillons pas les abdominaux, nous travaillons le contexte qui a fait que les abdominaux se sont relâchés, c'est-à-dire on fait remonter le diaphragme, et on travaille évidemment sur le maintien de la colonne vertébrale. Voilà, ça c'était la petite parenthèse supplémentaire. Alors, ensuite, j'en arrive donc, voilà pour la respiration, ce que je voulais vous dire. J'en arrive maintenant à l'équilibre. Au troisième point qu'on travaille, c'est l'équilibre. Nous avons au niveau de l'équilibre trois zones qui nous permettent d'avoir l'équilibre. La première, et c'est celle qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle la proprioception musculaire. C'est quoi la proprioception? C'est un grand terme, c'est tout simplement lorsque vous êtes bousculé par exemple par derrière, vous allez avoir un réflexe de contraction des muscles du dos pour ne pas tomber. Lorsque vous bousculez sur le côté, c'est les muscles latéraux. Vous avez au niveau des muscles des petits ressorts dans les tendons qui vous permettent de repérer un petit peu, qui informent le cerveau sur ce qui se passe dans l'instant, quoi. Voilà. Donc, ça c'est le premier point de récupération, c'est cette proprioception musculaire. Le deuxième, c'est au niveau des yeux, on a des capteurs qui permettent de nous repérer dans l'espace par rapport aux verticales, aux horizontales, aux objets. On se situe et dès qu'il y a quelque chose qui se passe d'anormal, le cerveau est informé et rattrape le déséquilibre. Le troisième point, c'est l'oreille interne au niveau des canaux semi-circulaires, et le tout est géré donc par le cervelet, peu importe. Et donc, si vous voulez, la dégradation, c'est quoi? C'est d'une part l'enraidissement de nos muscles qui font que cette proprioception et cette élasticité musculaire jouent beaucoup moins. La deuxième, c'est que si on a la vue qui baisse, et j'en sais quelque chose, je me précise, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis malvoyant, et donc la notion d'équilibre à ce moment-là, évidemment, est assez perturbée. Et l'oreille interne, qui peut se dégrader aussi, peut perturber notre équilibre. Alors, si nous n'agissons pas sur les yeux, sur les oreilles, on peut agir sur les muscles, et ô combien. Donc, on fait un travail extrêmement riche en posture, sur l'équilibre. Alors, on ne marche pas sur un fil, attention, mais c'est se mettre sur un pied, se mettre, enfin, on appuie sur un pied, après sur la pointe. On travaille donc ainsi la proprioception du bas. On va se mettre en position du chevalier servant, travailler la proprioception du bassin et de la colonne vertébrale, etc., etc. Enfin, bon, il y a tout un tas d'exercices où chacun va le faire avec ses possibilités. On n'est pas loin d'un mur, au cas où on puisse se rattraper si on perd l'équilibre. Et on fait ça, éventuellement, les yeux fermés, ou éventuellement en bougeant la tête pour perturber donc les deux autres éléments qui permettent de nous rattraper au niveau de l'équilibre. Et on revoit donc au seul muscle la fonction de rattrapage de ce déséquilibre. Alors, ce qui est dramatique au fil de l'existence, c'est que plus on s'enraidit et plus on perd son équilibre. Je vais prendre un petit exemple. Vous prenez un bâton qui va faire 5 cm de diamètre, 1 mètre de haut. Ce bâton, il est rigide. Vous donnez une petite impulsion sur le haut du bâton. Qu'est-ce qui va se passer? Le bâton va tomber. Pourquoi? Parce que l'impulsion, de par la raideur du bâton, a été transmise depuis le haut jusqu'en bas, et le bâton tombe. La deuxième expérience, vous prenez la même chose, mais sauf que le bâton est en bois, il est dans une matière souple, en caoutchouc par exemple. Vous donnez une pichenette, vraiment souple, hein, une petite pichenette, et bien la petite pichenette va se diluer dans la souplesse du haut du bâton et ne va pas descendre jusqu'en bas. Et donc le bâton va rester sur ses bases. Donc, énorme intérêt pour nous qui allons, je l'espère, devenir très vieux, énorme intérêt de maintenir cette capacité d'équilibre. Pourquoi? Aussi parce que les personnes âgées, ça c'est un drame, le drame de la vieillesse et la peur de tomber. Ces personnes âgées qui n'ont pas fait, malheureusement pour elles, un tel gym, et qui donc se sont enraidis, se sont bloqués d'un petit peu partout,
eh bien, elles sont dans la circonstance de mon bâton de bois, si vous voulez, c'est-à-dire que le moindre petit déséquilibre va les amener par terre et elles vont tomber comme une masse par terre. Et se fracturer les poignets ou le nez ou autre chose. Hein. Et ça, c'est quand même assez dramatique. Hein. Et pour éviter ça, ces personnes âgées, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont peur. Donc, elles raccourcissent le pas. Au lieu de faire le pas de l'adolescent, vous savez, le pas de l'adolescent, c'est des grandes enjambées, à 70 cm, il est à l'aise, hein, encore cet ado. Mais la personne âgée, vous ne la voyez jamais marcher comme ça. C'est des petits pas, on raccourcit pas. Et pourquoi on raccourcit pas? Parce que plus le pas est court, et moins longtemps on est sur un pied, donc moins longtemps on est en déséquilibre. Hein. Jusqu'au jour où ça devient tellement difficile pour elle qu'elle n'aime même plus les pieds traînent par terre, et on écarte les pieds, et on bute le tapis, on se casse la figure. Et ça, il faut vraiment qu'on le prévienne, hein. Il faut vraiment qu'on le prévienne, et donc on s'y intéresse particulièrement dans les cours d'Antalgym. Voilà. Et puis peut-être aussi pour... bon, j'y pense, j'aime bien les métaphores, mais moi je pense aux chênes et aux roseaux. C'est malin d'être en chêne et de se retrouver par terre dès qu'il y a un coup de vent alors que le roseau est encore debout. Cherchez à comprendre pourquoi. C'est la souplesse du roseau qui lui permet de rester debout. Bon, bref, une petite image comme ça. Voilà, donc on travaille cet équilibre. C'est prévu dans les cours. Alors, la dernière chose, c'est le travail en relaxation. Bon, ce travail en relaxation, il se fait en fin de séance, sur 5 ou 10 minutes. Il a pour but essentiel déjà de vivre et de ressentir les effets positifs que vous avez pu ressentir après une séance de gym. Et bon, je sais qu'il y a des élèves ici dans la salle, ils pourront en témoigner auprès de ceux qui ne connaissent pas. Mais systématiquement, après une séance d'Antalgym, qu'est-ce qu'on se sent bien? Parce qu'on est libéré de plein de choses. Alors bien sûr, le problème revient, hein, mais plus on le fait, et plus on rentre dans un état de détente et d'agilité, de facilité du mouvement chronique. Hein. Voilà. Donc on fait cette petite séance de relaxation. Bon, il y a quelques petits exercices de sophro. Bon, je suis sophrologue, donc j'ai piqué un peu quelques petits trucs. Mais je précise d'ores et déjà que les animateurs d'Antalgym ne sont pas sophrologues. Surtout, allez voir des sophrologues. C'est une technique qui est merveilleuse, qui est une thérapie en soi et qui nous permet aussi d'obtenir de tellement belles choses. Donc, voilà, mais il y a un petit peu de sophro, un peu de relaxation dynamique et un peu de training autogène. Bon, bref, mais c'est très... voilà, c'est pas approfondi. C'est juste histoire de faire une petite coupure entre la séance et puis... la vie qui repart après ses droits. Enfin, ses droits, en plus. On les a quand même pleinement pendant les cours, c'est pas ce que je veux dire. Voilà, alors, qu'ai-je à dire encore? Les cours de gym se font... Alors, oui, se font avec très peu de personnes. Hein. On a 8 à 10 personnes. 10, c'est le grand maximum dans les cours d'Antalgym. Moins, c'est encore mieux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les postures, donc comme je vous l'ai dit, pour paraître simples, en réalité sont excessivement compliquées à bien maintenir et à corriger partout. Et l'animateur va être en permanence sur ses élèves, enfin à côté de ses élèves, pardon, pour corriger tout ce qui ne va pas au niveau de la posture. Et ainsi, les personnes sont en dehors de gagner en souplesse, s'éduquent sur comment je dois bien me tenir et comment je dois bien faire mon mouvement. Voilà. Donc c'est une chose qui est importante. Et il faut savoir aussi que dans les postures et dans les exercices, on a un espace à peu près de 2 mètres sur 2. On n'est pas les uns sur les autres. Hein. On a vraiment de l'espace et pouvoir être à l'aise. Et on prend référence au niveau du mur sur la verticale et on prend référence au niveau du sol sur l'horizontale. Parce que le mur, c'est l'alignement, le sol, c'est l'alignement, et nous recherchons l'alignement de nos différentes parties du corps, et ça nous permet d'avoir un repère qui facilite énormément le travail, comparé à faire un travail de posture, comme ça, dans l'espace où on n'a pas le repère, et où forcément on va faire des exercices un petit peu de travers. Voilà, donc... j'espère, c'est l'heure maintenant. Ouais. Et donc, voilà, je vais essayer de respecter à peu près l'heure. Hein.
Écoutez, j'espère que je vous aurai éclairé. Vous savez, c'est très difficile en 3/4 d'heure de résumer 45 ans de carrière maintenant. Donc voilà, mais bon, on continue d'évoluer, on continue de travailler pour vous et d'avancer dans cette merveilleuse technique. J'espère que j'aurai éclairé un petit peu, vous avoir donné une solution tout au moins préventive pour que vous vieillissez heureux et en pleine santé. Voilà. Voilà, je me formule que j'aime bien, je dis investissez dans votre corps, vous assurez votre épargne santé. Voilà, je vous remercie, mesdames, messieurs, de votre attention, c'est formidable. Pardon, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est qu'en fin de conférence, comme ça, bien entendu qu'il y a des questions, bien entendu que tout n'a pas été clair, qu'il y a des gens qui veulent des précisions. Là, malheureusement, le temps qui nous est imparti est écoulé. Par contre, je reste sur le stand dans ta gym tout aujourd'hui, et peut-être une partie de demain. Je verrai, donc, vous pouvez venir poser des questions que vous voulez. Au contraire, ça m'intéresse. Merci.